qui reste, il est parti pareil. Donc, en essence, ça a montré quand même la réalité du Congo, qu'on manquait de tout. Et non seulement, c'était la première fois qu'il fasse campagne, et on a manqué de tout. Voilà, on a manqué de tout. C'est dans ce sens-là, je voulais te répondre. Deuxième question, c'était encore? Que ferais-tu si la catastrophe arrivait pendant ce moment? C'est pas pour rien qu'ils auraient fait appel à moi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent que je suis dans le domaine de la sécurité. J'ai fait des études en sécurité, en gestion de la sécurité. J'ai mes cours de premiers soins. Alors je vais essayer de donner mes premiers soins et en même temps prendre quelques versets bibliques, attendre jusqu'à ce que le secours divin arrive. Félicitations pour le livre, malgré je n'ai pas eu encore le temps de jeter un coup d'œil. Vous m'accorderez au moins le temps de s'exprimer dans notre langage de patriote, comme on est habitué. Donc je vais m'exprimer en lingala, ça c'est notre langue. Je ne sais pas s'il y a des étrangers ici ou que je continue un peu en français, mais si c'est entre nous, vous m'accordez au moins d'aller dans notre langue. Ok. Fabien Nazaraki n'a eu une fois, peut tous Arano et Bongo en esprit et en chair. Tous Araki n'a eu un retour après l'arrestation et j'ai eu l'occasion, mais je vais souligner une chose très importante. Namasolo Nabiso, l'air Bakanakio, oui, Singa Yobi, Papa Etienne Tshisekedi, pour Nayami Nakayo, héros du moment. D'ailleurs, na WhatsApp Nanga, na Rissa, on a comme héros du moment. Est-ce que na livre na yo, na masolo na yo, souligner le kouana et appellation oyo, Papa Etienne Tshisekedi, Abengakayo? Oui. Ma deuxième question. Fabien, aux patriotes. Nous les patriotes, nous avons un très bon souvenir na combat oyo, tout ça na Canada. Là na talaka vidéo, na zota zo banque en ambassade. Namadélé. Je me rappelle encore, c'était en 2011, à cause du Congo. Mais tant que Yosali n'a pas été séqué de proches, intimité, Nabino, tout ça, ma question est que par rapport à la critique, pour ne pas dire un individu, la critique au papa Etienne Tshisekedi d'Azoua, pendant le parcours il y a lutte en tant que leader. Et surtout dans la période de côté à l'occupation, il a connu encore beaucoup de critiques. Papa Etienne Tshisekedi par rapport à la critique, tout ce qu'ils ont, tout ce que les gens disaient, tout ce que les gens ont dit, par rapport à que ça soit vrai ou faux. Est-ce que vous avez été qu'est-ce qu'il pense? Et c'était quoi sa réponse par rapport à tout ce monde-là qui parlait du mauvais côté à Papa Etienne Tshisekedi? Voilà ma question, c'est juste tous à la moi, la lumière, à côté wana. Atiki nini, ayesayo nini, bosolola nini par rapport à la critique wana nyustu. Voilà ma question. Je te remercie d'être ici parmi nous, surtout. Et tu continues de soutenir. On est ensemble en esprit et en chair, comme tu l'as dit. Mais je vais te demander de prendre ton mal à patience. Parce qu'il y a quelques ouvrages qui vont venir pour éclaircir ça. Et je pense que je vais me permettre à m'assurer, de souligner ces réponses-là à travers l'ouvrage qui vont sortir dans. C'est qui? C'est Fabien, l'héros du moment. Je l'ai mentionné en riant. En fait, il s'est moqué de moi. En fait. Il s'est moqué de moi parce qu'il me saluant en disant bienvenue dans le cours des grands. Voilà. Donc lui qui a connu la prison, il a connu tout ça,
C'était pour lui me montrer que... Parce que tout le monde était tellement content de me voir et les gens plairaient. Et là, c'est là qu'il m'a qualifié d'héros du moment. S'agissant des critiques, je vous réponds oui. Hein, on en a parlé à plusieurs reprises. Non seulement des critiques, mais non seulement des critiques d'actualité, mais j'ai aussi voulu comprendre des critiques, même au début. Hein, d'où, vous vous rappelez, Mobutu disait toutes ces questions, je les posées. Les réponses ont été aussi données. C'est pour ça que je vous demande de prendre votre mal à patience. En fait, j'aimerais poser la question, juste une toute petite question. Quel est ton plus grand défi à relever après cette expérience? Le fait d'avoir passé Noël en prison en 2011, c'est quoi ton plus grand défi à relever? De rester bon. Rester bon, ne pas m'éloigner de l'objectif de la vie de chaque jour. Comme je l'ai mentionné, ces épreuves-là étaient physiquement et psychologiquement lourdes. Je porte des cicatrices quand je dis. J'ai été tabassé, j'ai mal de dos, j'ai des problèmes de vision. Physiquement, je les sens. Psychologiquement, je passe mes jours et mes nuits à penser à ses amis, je revis encore ça. Mais le défi, c'est rester moi. Hein, c'est rester toujours celui qui est prêt à aller au combat encore. De se lever le matin. Et non seulement de s'occuper de ma famille, mais de garder le cap vers l'objectif qui est de rendre un Congo meilleur. Quelle est ta particularité? Quel est ton tonus? Qu'est-ce que tu vas nous apporter de nouveau dans ton parcours à toi? C'est que tu vas entreprendre, tu vas entreprendre dans ton avenir proche. Quelle est cette particularité-là que tu vas emmener? Est-ce que tu vas refaire les mêmes choses qu'ont déjà fait les gens qui sont passés? Parce que s'il y a à écrire, nombreux ont déjà écrit. Peut-être que tu vas écrire quelque chose de nouveau, certes, mais c'est quoi ta particularité à toi en tant que Fabien, en tant qu'auteur, aussi en tant que leader politique que tu pourras possiblement être demain? Quelle est ma question? Je l'ai dit, je le répète encore, le but c'est toujours rester, c'est Fabien qui veut servir. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, beaucoup de politiciens oublient. C'est que le mot ministre, épistémologiquement, ça ne veut pas dire des chefs, c'est un serviteur. C'est la raison pourquoi je ne me pousse pas vite à aller en politique. C'est parce qu'il faut l'intérioriser. Il faut comprendre ces vertus-là en politique, il y en a plusieurs. Et il faut savoir pourquoi on rentre en politique. On ne rentre pas en politique comme on rentre dans l'armée. On ne rentre pas à la politique comme on rentre dans la maison. Et il y a toutes les arts ont leurs règles et il faut avoir le minimum. Et pour moi, ma conviction personnelle, c'est rester ses serviteurs, celui qui sert les autres. Et si je peux le faire en étant en politique, je préfère continuer à le faire à ce sens-là. Je pense que jusqu'à date, tous les écritures qui est devant mon ordinateur, sinon mon ordinateur plutôt, d'abord les trois qui est à venir. Le premier, je l'ai dit, j'ai commencé à travailler avec les questions que j'avais pendant que j'étais avec Etienne Tshisekedi, l'ami de Etienne Tshisekedi depuis 2012. C'est que là, j'apporte une critique constructive. La question que je cherche à répondre, qu'est-ce qu'il a fait pour être à la tête d'un parti des traîtres? Ce sont des questions. Qu'est-ce qu'il a fait de tenir longtemps avec les traîtres, de ceci, de cela? Il y a beaucoup de scandales à l'UDPS. Alors, ce sont des questions que je cherche à répondre, des critiques constructives sur ça. Alors, le deuxième, que j'ai parlé de dialogue avec Etienne Tshisekedi, ce dialogue-là, le but, c'est écrit en forme de dialogue, dans le but de souligner, moi, ce que j'appelle un philosophe incompris. C'est surtout son idéologie, ses idées. Question, c'est que beaucoup parlent d'Etienne Tshisekedi, mais c'est même pas qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a défendu. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux rappeler quels étaient ses enseignements et sa philosophie politique. Alors, le dernier, qui est le dernier moment avec Etienne Tshisekedi, je le répète encore, c'est pour éclaircir, parce que si je commence à faire des conférences comme ça, vous aurez beaucoup de questions. C'est la même chose que je fais avec Noël en prison. Il y a tellement de questions.
Il était à gauche ou à droite, il a dit quoi avant de partir, est-ce qu'il t'a tenu la main? Alors, je vous laisse dans ce mystère-là. J'ai même quelqu'un qui m'est toujours dérangé, dit, mais allez, allez. Oh, qu'est-ce qu'il aime le plus? Est-ce qu'il veut aller à la musique in? Donc, tu vois. Donc, je vous laisse ça comme ça et je cherche à démystifier un peu tous les événements qui ont entouré sa mort. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre t'ait réveillé pour te dire que tu es dans l'eau et sans prendre conscience que toi-même que tu es dans l'eau. C'est ça vraiment le plus grand des défis que je me suis donné, de chercher à dire à tout un chacun de nous qui est ici, que prenons conscience de ce qui se passe au Congo. Moi, par exemple, je lis, j'écris, je me documente sur le Congo, sur les mines, sur les atrocités. C'est comme ça que vous allez vous armer avec des éléments pour répondre aux questions quand on vous les pose. Sans pour autant citer le nom de la personne, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ils étaient en marche, ils criaient « Kabila dégage, Kabila dégage ». Ils arrivent devant le micro. « Kabila dégage pourquoi ?» Alors vous comprenez que c'est que nous tous, on crie toujours comme des sardines là, sans tête, on ne sait même pas pourquoi, qu'est-ce qu'on défend réellement. C'est qu'on doit commencer par là, on doit commencer à prendre conscience de notre réalité, que les gens qui soient au Congo ou à l'extérieur ici, à chacun, d'où vous vous trouvez. Je prends l'exemple banal, c'est pas banal au fait, c'est qu'on a fait la pétition pour que le Canada puisse s'impliquer plus au Congo. Vous imaginez 600 personnes qui ont signé. C'est de la honte. 600. 600. Et je suis allé à la présentation au Parlement avec l'honorable Anita, Fazi était avec nous. C'est que, crois-moi, quand elle présentait ça, elle dit 600 Canadiens, j'avais honte là où j'étais. J'étais aux estrades, j'avais honte. Et naturellement, des fois, le député pointe parmi, il y a c'est-à-dire l'auteur de la pétition est là, mais j'avais honte. C'est que comment on peut parler du Congo au Parlement du Canada et on met de la pétition et il y a 600 personnes. Et je suis sûr que quand je commence à faire la déduction dans les 600, je peux enlever au moins 200 personnes qui ne sont pas congolais. Alors ça nous reste un 400. Vous voyez déjà, c'est là que nous devons commencer. Je suis très heureux d'être ici et puis j'aimerais d'abord féliciter Tibier, Fabien Kalala. Et c'est qu'il y a d'abord une responsabilité quand on veut raconter. Et surtout chez nous, les Congolais, c'est qu'en lisant ce livre, c'est qu'on sent que l'auteur est à la fois acteur, mais en même temps, il raconte des faits. C'est qu'il pose des regards sur des endroits spécifiques pour nous amener, pour rechercher notre sensibilité. Mais en même temps, il nous rend compte de façon factuelle en nous disant qu'il s'est passé ça, ça, ça. Mais la différence aussi, c'est que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que souvent dans la croyance que les peuples congolais, que nous sommes souvent endormis. Mais la différence en lisant ce livre, c'est qu'on voit plutôt qu'un peuple qui recherche, qui a une opportunité. Quand il y a des opportunités, il est prêt à agir. Et c'est vraiment genre l'accent, c'est peut-être qu'il faut inverser le discours au niveau psychologique pour dire vous êtes déjà capable de vous réunir, de vous mobiliser, mais comment vous pouvez encore faire encore pour être encore plus nombreux que ce nombre-là. Et c'est vraiment ça, c'est que j'ai trouvé. Puis aussi, il y avait une grande... Vous dépeignez exactement, avec exactitude, la relation de pouvoir entre gouvernant et gouverné. Et c'est là qu'on voit les méthodes de répression qui sont utilisées, qui caractérisent exactement un pouvoir dictatorial et à la fois autoritaire. Et c'est vraiment exactement ça. C'est que vous mettez à nu, au fait, le gouvernement congolais, son impunité, ses injustices. Et on voit comment la population est en train de subir, au fait. C'est que on a en face de nous un gouvernement antipopulaire et qui utilise des méthodes de répression qui ne sont pas... c'est pas recherché, au fait. C'est les mêmes techniques qui s'utilisent juste pour faire peur. C'est qu'ils dirigent par la peur et nous sommes contraints à y être. Sauf que quand il y a des opportunités telles que les élections, la capacité de mobilisation devient encore plus grande. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'à un certain moment, il y a une majorité silencieuse. Et c'est souvent
dans les situations où il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'opportunités pour agir. Mais quand il y en a une, le peuple congolais ont la capacité de se réunir, de faire quelque chose. Mais c'est juste, il faudrait aussi peut-être rechercher aussi, voir aussi exactement comment nous planifions pour que cette mobilisation puisse être efficace. Voilà ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est un grand plaisir de dire aussi. C'est-à-dire, c'est pour dire que autre chose chez nous, les Congolais en particulier, ou les Africains en général, le problème vous avez parlé du problème d'organisation, je l'ai dit dans mon livre amplement, c'est que on se met d'accord pour être en désaccord. Et c'est ce que moi j'appelle une organisation désorganisée. Alors, on arrive à un point qu'on est devenu structurellement désorganisé. C'est voulu. Au plus profond de nous, c'est comme si on s'est mis en ADN que même si on se met ensemble, on va finir par s'insulter après. Et vous vous posez la question, il y a beaucoup des alliances et des retournements au sein au Congo dans la politique. Il y a INC, IDPS et l'autre. Mais quand vous lui posez la question, quelle est votre vision politique? Ils n'en ont pas. Ils défendent la même chose. Mais ils sont prêts aux élections en 2011 de se présenter 11 candidats. Pendant l'élection d'un seul tour. C'est là les questions sont encore plus ancrées pour vous dire que, au lieu de passer le temps dans les distractions, de chercher à voir c'est où les sorciers ou les démons. Et moi je dis, on a 3 étapes à passer. Les Congolais, on est capable de se réunir ensemble, de parler ensemble, mais ce qui nous reste, c'est travailler ensemble. Et c'est ça l'étape qui nous reste. En 2006, l'élection de Jean-Pierre a été volée, tout le monde le savait. Et juste avant les élections, je pense qu'on était dans un processus de Kabila dégage. Les combattants pires et durs n'étaient pas d'accord avec les élections. Mais le vieux nous a rassurés en disant que j'ai parlé avec les décideurs, cette fois-ci ça va bien aller. En étant avec lui pendant la tournée, pendant la campagne, quel était son regard par rapport aux élections? Est-ce qu'il croyait que ces marées humaines et que sa victoire qui venait du peuple va lui être accordée? Ça c'était ma première question, parce que je m'attends pas à ce que tu répondes ici. Et aussi, quel était son regard par rapport à l'occupation rwandaise? Je pense qu'il y a des questions ou des choses que le vieux ne nous a jamais dit à la télé ou aux interviews. Tu as eu le privilège de les fréquenter. Nous voulions aussi savoir quel était son regard par rapport à cette occupation, en sachant que ce pays était occupé et en acceptant d'aller aux élections avec un Rwandais. Et en sachant aussi que ces élections vont peut-être lui être volées, il est quand même allé. Quel était son regard par rapport à ça en coulisses? Et aussi, une dernière question, le 6 décembre, c'était la date fatidique. Je pense que tu parles à Anita, nous l'avons parlé aussi à son retour du Congo. Tout le monde s'attendait à ce que le vieux donne le mot d'ordre. Et ce jour-là, je pense que s'il avait parlé, les Congos seraient libérés. Il n'a dit mot et il a eu juste, c'est ce qu'on dit, moi je n'étais pas là quand il a rencontré les ambassadeurs. On dit qu'on lui a promis la haie. On lui disait oui, si tu donnes le mot d'ordre, tu vas te retrouver à la haie. Les Vétiki, c'est comme Laurent Gbagbo. Ce sont les gens qui se sont engagés d'abord pour le peuple, Gbagbo a dit non, il est à la haie. Peut-être le vieux n'a pas dit non, mais il n'est pas non plus aujourd'hui. Et le peuple se retrouve dans une situation où peut-être on n'y sortira jamais. Alors, pour ne pas faire la philosophie du combattant, je voulais juste que tu nous éclaircisses un peu là-dessus. Merci. On tarde souvent avec l'occupation rwandaise, ougandaise et autres. Je l'ai dit au départ, le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas tous ces pays-là qu'on peut citer. Le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Celui qui tire au Congo, ce n'est pas juste les Rwandais, les Burundais, les Belges, je ne sais pas moi, ce sont des Congolais. La femme, si seulement si, je l'ai dit, si seulement si, Kabila c'est un Rwandais. Si seulement si, je prends cette hypothèse-là. Sa femme, ce n'est pas une Rwandaise. Son premier ministre, ce n'est pas un Rwandais. Ses ministres ne sont pas des Rwandais. Mais nous vivons chaque jour avec ces atrocités-là. Alors nous devons quand même nous dire que le problème du Congo, c'est d'abord les Congolais.
Et on est parti souvent dans la distraction au lieu de se concentrer plutôt sur ce qui est le fond, au lieu de se diviser dans le fond. Vous parlez qu'il n'a jamais condamné, ou on attend peut-être qu'il n'a jamais condamné l'occupation. C'est pas le 26 novembre qu'il a traité l'autre que Brozon n'a pas la bine, non? Bon, il a dit ça à plusieurs reprises. Ça, je ne sais pas si vous voulez qu'on les cherche où, mais il y a des vidéos qui le prouvent. Il a dit ça à plusieurs reprises. Et vous vous rappelez, il a été accusé d'envoyer des gens dans la rue, la violence, quand il a fait son discours en étant en Afrique du Sud, dans l'interview avec le radio de Lumba. Hein? Il a demandé les gens d'aller, je vous donne 24 heures, si vous ne libérez pas, les gens vont aller casser le prison pour libérer. Ensuite, le 6 décembre, peut-être il n'avait pas dit parce qu'on savait que les résultats vont sortir le 9. Et le 9, il a fait un discours. Et tout juste après, il a dit aux Congolais, est-ce que vous vous rappelez de ça? Il a demandé aux Congolais de ramener Kabila, ligoté. Et c'est lui qui va les ramener, il aura un prix. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je trouve que c'est nécessaire, ce petit bouquin-là, que je dois clarifier quand même des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Malheureusement, c'est comme les Congolais deviennent comme cette bête qui veut être caressée par le sens de poil. Ils ne comprennent même pas, pendant qu'il a dit. Ligotez-les, amenez-moi ici. Mais la seule chose qu'on attend, on a oublié qu'il vous a demandé de le faire. Il a demandé ensuite, en décembre, il demanda que amenez-moi au palais de la nation. Personne n'est allé lui chercher pour l'amener au palais de la nation. On l'a arrêté le 26. Il a demandé aux combattants de venir. Encore une fois, il a fait tellement des appels qu'on est resté comme si on n'entendait pas de ces appels. Qu'est-ce que vous voyez encore? Tu sais que c'est comme c'est Jésus-Christ là qui nous a annoncé de bonnes nouvelles, mais on a fini par le crucifier. Et on a oublié même ses enseignements. Alors, en comment ces vieillards, qui a, moi et lui, c'est 50 ans d'âge de différence, et qui se tient à marcher, courir, faire tout ça. Et la raison pourquoi il s'est engagé aux élections de 2006, il a dit, il a même pas répété ça, c'est que le fait de ne pas s'engager dans les élections, c'est comme, il parle de non-assistance à un danger. Alors, le peuple congolais, si on n'était pas allé avec Kabila comme ça, et c'était quoi? Kabila aurait eu le sang libre, et les élections de 2011 seraient passées à main haute, il pourrait les prendre. Et ensuite, est-ce que vous savez, depuis ces élections-là, c'est là la difficulté de Kabila a commencé. Depuis. Et son pouvoir a été contesté chaque jour. Mais par contre, quand c'était en 2006 avec Mbemba, on avait complètement oublié les élections, on était passé, arrivant en 2011. Si Tshisekedi ne s'était pas mis pesé dans la balance, on ne pourrait pas arriver à cette contestation comme on a eu. En dernier, c'est que je peux vous dire qu'il était conscient de ça. Il y a eu plusieurs des ambassadeurs qui sont venus les calmer. Vous imaginez, avant même d'arriver à Kinshasa, on a envoyé un envoyé spécial de la CPI. Et l'envoyé spécial, il ne va pas voir Kabila, il va voir Tshisekedi et dire « Ah, yo, calme-toi un peu. » On ne voit pas des gens dans la rue, parce que si les gens sont morts, si les gens vont mourir, c'est à cause de toi. Alors moi, ma question a toujours été simple. Pourquoi on blâme celui qui demande aux gens de se lever, mais on ne blâme pas celui qui tue les gens qui se sont levés? Alors, c'est encore une fois, comme on dit en politique, on ne s'attarde pas à résoudre les problèmes, mais on s'attarde à taire les gens qui soulèvent le problème. Alors, en quelques mots, si je pense avoir répondu à tes questions. Pour implorer l'intervention du gouvernement canadien et demander ta liberté. Je me demande, est-ce que tu te sens redevable envers ces personnes-là? Étant revenu ici au Canada, qu'as-tu fait pour remercier ces gens-là? Merci les pays voisins et tout, mais c'est les Congolais. Maintenant, en écrivant ce livre, vous venez le publier ici, en Occident. On sait que l'Occident, c'est le fief même des Congolais qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur pays natal.
comment envisagez-vous que votre livre ou vos pensées se fassent connaître ou pénètrent dans le Congo où les gens sont un peu plus terrifiés par celui qui est là-bas? Comment envisagez-vous vous faire entendre au Congo? Travail ou les manifestations à l'extérieur, il y en a dans le livre, je parle. Et tous ceux qui ont pris le temps au niveau diplomatique et politique, je les ai remerciés. Il y a d'autres qui sont allés vraiment personnellement aller les voir et j'en souligne dans mon ouvrage dès le départ. Est-ce que je me sens redevable à l'endroit du gouvernement de temps? Non. Ça, je vous l'ai dit, non. Parce que je pense que le gouvernement du temps m'a causé plus de la peine que me relaxer. Alors, au point même que mon passeport a été retenu à l'ambassade. Vous imaginez, vous donnez votre passeport à l'aéroport et qu'ensuite on l'envoie à l'ambassade, parce que c'est moi qui demande le passeport, je l'avais laissé quelque part, et on les envoie à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade, on dit « Oh, je m'excuse, mais Ottawa a dit on ne peut pas vous le donner ». Et je vous dis, j'ai passé plus de 6 heures là en train, « Oh non, mais est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes libre ?» Vous imaginez un concile qui vous dit, hein, un Canadien, il me dit, mais montrez-nous que vous êtes libre. Mais écoute, je suis là devant vous, je ne suis pas en prison. Et on doit retourner au parquet de grande instance pour ensuite demander au procureur général de la République d'écrire une lettre pour montrer qu'il dit, mais écoute, il a dit, nous les Congolais, on vous a libérés. Si les Canadiens veulent vous enfermer, c'est leur problème. Alors vous comprenez que faire le 2 et m'exposer au fait, ça c'était encore une fois m'exposer. Et ça, je peux vous dire que je l'ai mentionné grandement dans ce livre-là. Je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui ont pu mettre la main dans la pâte pour m'obtenir gain de cause, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger. Parce qu'il y a une réalité, quand on m'a arrêté, beaucoup ne savaient pas que j'étais Canadien. D'autres pensaient que j'étais Belge. Tout le monde qui avait le contact d'un ambassadeur de la Suisse, il a appelé la Suisse. Même en Norvège, en fait. J'ai appris qu'on avait même appelé en Norvège, un Norvégien est arrêté, parce que personne ne savait qui j'étais. S'agissant de la question de Chris ici, pourquoi avoir publié ici et quel apport on peut faire pour mobiliser les gens au pays, c'est que on doit quand même être conscient que les Congolais n'ont pas la culture de la lecture. On parle d'1% des gens qui lisent, et si je reste encore à l'intérieur, c'est encore 10% des gens qui lisent qui peuvent se payer, même 1% de ceux qui lisent qui peuvent se payer les livres. Vous imaginez que j'ai publié depuis 2015, j'ai fait sortir une édition limitée qui était de 200, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a acheté. Et le livre est là, Et les Congolais, on est habitués peut-être je pense qu'on est habitués peut-être quand on crie, on dit quelque chose dans les vidéos, ça passe. Mais par contre, je l'ai fait. C'est pour ça que je suis retourné au Congo 2 fois de suite. Et j'ai amené mon apport au niveau de la formation. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos qui circulaient ici. Je vais pour constatiser au niveau du terrain les gens qui sont là, essayer de les montrer. Je l'ai souvent dit, je suis là avec vous, mais s'il y a un pépin, moi, le Canada peut me retirer, je peux partir, mais c'est vous qui allez mourir. Vous devez vous réveiller, faire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que je pense que la manière aussi de constatiser. Autre chose, c'est que il y a beaucoup au Congo, au niveau politique, qui dit la tête de la société congolaise se trouve à l'étranger, de la diaspora. Et c'est par ce livre-là, par parler avec vous. J'ai fait plusieurs conférences ou ateliers de sensibilisation, que ce soit en Belgique ou en France, et aux États-Unis, mais je me promène pour le faire. Et je me lance à le faire. Et ce défi-là est lancé. C'est d'abord, si nous, à l'extérieur, ici, on est conscients de ça, et les Congos, on apporte notre aide à travers des vidéos ou autres, ça va permettre à faire avancer les choses. Merci beaucoup pour votre intervention. J'espère que le message que vous avez véhiculé a été vraiment écouté par tous et compris par tous. Et
En fait, ce segment-ci devait être fait au début de la séance, avant que vous puissiez être présent. Je voulais profiter du moment que vous êtes tous ici présents et de votre attention, bien sûr, parce qu'en ce jour de souvenir, je tiens à signaler que la présence de l'épouse d'un homme que je qualifierais comme un héros pas seulement pour moi ou pour les croyances fortes de la maman, mais un héros pour mon pays. Il s'appelle Floribert Chebeya, un fervent défenseur des droits de l'homme, fondateur de la Voix des Sans-Voix, et qui a été nickname par les Nations Unies comme un champion des droits humains. Donc, il a été mort en 2010 et assassiné en même temps que son chauffeur dans la recherche de la vérité et dans l'exercice de son travail. Et il a donné sa vie pour son combat. Donc, en signe de reconnaissance, j'aimerais que Maman Chebeya se mette debout, s'il vous plaît. Très chère Maman Chebeya, très chère modèle, femme forte, très chère femme d'un ordre unique, exceptionnel, un modèle pour moi, un modèle pour mes enfants, un modèle pour la communauté, un modèle pour le Congo. Je sais que c'est rien, mais merci, merci pour tout, merci pour qui vous êtes et ce que vous avez fait et pour le soutien de votre famille. On puisse lui faire un signe de reconnaissance. Et malgré qu'on a dépassé un peu le temps, j'espère que vous nous pardonnez. J'aimerais passer la parole à Emmanuel. Merci à tout le monde pour votre patience, merci pour vos questions, merci pour votre intérêt et merci de partager avec nous le souvenir dans cette journée de souvenirs. Au cas où j'aurais oublié, je tiens à vous remercier personnellement, chaque personne, pour s'être déplacée aujourd'hui. Merci à tous les bénévoles qui sont présents ou non présents, qui ont pu rendre cette journée possible. Juste pour vous dire qu'il y a quelques biscuits, il y a de l'eau, et que même si la période des questions est finie, il y aura des dédicaces qui pourront être faites par l'auteur, donc un rapport plus personnel avec l'auteur. Aussi, il y a des fiches qui sont remplies si les personnes veulent se faire livrer le livre à domicile. Et il y a aussi quelques articles TBA qui sont une marque déposée de l'auteur. Donc il y a un point de vente à l'extérieur de la salle. Donc encore une fois, merci de votre patience, merci de votre présence et merci du souvenir. Je ne sais pas si l'auteur a quelques mots à rajouter. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, tout le monde, une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde, je peux avoir votre attention. S'il vous plaît, je peux avoir votre attention. Désolé de déranger, je sais qu'on a dépassé les temps, mais vous avez fait des beaux petits papiers blancs sur vos bureaux. Alors, il y a des stylos ici un peu partout, si vous voulez bien les remplir, ça ferait plaisir.